Mes beaux-parents ont jeté tous les vêtements préférés de ma fille de 8 ans, parce qu'ils les trouvaient trop bon marché. Ils étaient embarrassants, s'est moquée sa cousine. Ma fille a éclaté en sanglots. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai agi. 2 semaines plus tard, ils ont reçu une lettre, et ont failli s'évanouir. Je dressais la table, quand ma fille s'est précipitée dans la salle à manger, comme si le sol derrière elle était en feu. Maman. Sa voix s'est brisée. Ils ont disparu. Je me suis retourné. Qu'est-ce qui a disparu? Tous mes vêtements. Son souffle s'est saccadé. Mes préférés. La robe jaune. Le pull avec les fleurs. Mes jeans. Tout. Tout a disparu. La pièce a plongé dans le silence. Pas ce genre de silence innocent. Plutôt le genre qui vous dit que les autres savent déjà quelque chose que vous ignorez. Mes beaux-parents ont levé les yeux de leurs assiettes, avec ce genre de sourire qu'on ne voit que chez les gens qui pensent avoir accompli une action noble. Et assise à côté d'eux, balançant ses chaussures étincelantes sous la table, se trouvait la fille qui avait été entraînée, dès sa naissance, à croire qu'elle était l'enfant prodige. Ma nièce. La petite fille en or. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, et je me suis agenouillé près de ma fille. Comment ça, tout? Ai-je demandé doucement. Ils ont nettoyé ma chambre, a-t-elle chuchoté, la lèvre inférieure tremblante. Et maintenant, toutes les choses que j'aime sont parties. Derrière elle, ma belle-mère a laissé échapper un soupir théâtral. Oh, ma chérie, a-t-elle roucoulé. Tu devrais nous remercier. Mon estomac s'est noué. Nous avons juste fait un peu de rangement, a-t-elle continué. Certains de ces vêtements que tu gardais n'étaient pas appropriés pour quelqu'un de cette famille. Quelqu'un de cette famille. Voilà. La phrase qu'elle brûlait de dire à voix haute, depuis des années. Ma fille a essuyé son visage. Où est ma robe jaune? Mon beau-père a agité la main, comme s'il chassait une mouche. Oh, cette chose. Elle te donnait l'air pauvre. Ma fille a cligné des yeux très forts, comme si les mots l'avaient physiquement frappée. C'est alors que la cousine, la parfaite petite Vivian dans sa robe de créateur, a éclaté de rire. Enfin, a-t-elle dit. Quelqu'un a jeté ses ordures. Elle avait toujours l'air tellement bas de gamme. Ma fille s'est recroquevillée sur elle-même, les épaules tombantes, comme si elle essayait de disparaître. Je n'ai pas bougé. Pas encore. Et, a ajouté ma belle-mère d'un ton enjoué, si elle veut ses vieilles affaires, elle peut aller les chercher là où est leur place. Elle a pointé la porte du doigt. Les poubelles. Vivian a applaudi. Oh mon Dieu, mamie, oui. Elle devrait totalement porter des déchets. Ça lui va tellement bien. La pièce a semblé basculer. Ma fille a émis un petit son, entre le hoquet et le sanglot. Et ce fut tout. Elle a craqué. Viens, lui ai-je dit doucement. On s'en va. Je me suis levé, j'ai pris sa main, et je suis sorti. Je n'ai pas jeté un regard à ces gens, qui se prétendaient ma famille. Ni quand ils ont murmuré une fausse sympathie, ni quand ils m'ont appelé, en jouant les confus, ni quand la cousine a ricané un petit « oups ». De retour dans sa chambre, Nina a sangloté contre mon épaule. Peut-être qu'ils ont raison, a-t-elle chuchoté. Peut-être que j'avais l'air moche. Peut-être que je n'ai pas ma place ici. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Non, ai-je dit. Tu étais parfaite. Et tu as ta place exactement là où tu dois être. Avec moi. Elle a reniflé, essayant de retrouver son souffle. J'ai écarté ses cheveux de son visage. Veux-tu que nous restions dans cette maison? Ai-je demandé doucement. Où veux-tu que nous partions? Elle n'a pas hésité. Partir. Alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait nos bagages rapidement. Les vêtements qu'ils n'avaient pas touchés, les objets qui comptaient pour elle, et le peu de dignité qu'il nous restait. Son père n'était pas là. Il n'était même pas dans l'état. C'était donc juste nous deux. Nous avons descendu le couloir avec nos sacs, passant devant les sols cirés, les meubles coûteux, et ces gens, qui avaient passé des années à nous rappeler, qu'aucune de nous deux n'était à sa place. Ma belle-mère attendait dans le hall, les lèvres étirées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux.
Où iras-tu, ma chère? A-t-elle demandé. Tu n'as pas l'argent pour ce genre de mélodrame. Mon beau-père a ricané. Sans nous, tu n'es rien. Vivian a souri d'un air narquois. Salut, la fille fauchée. Je n'ai pas répondu. Pas un mot. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans la nuit, et j'ai laissé la porte claquer derrière moi. L'air extérieur avait un goût de liberté. Il pensait savoir qui j'étais. Il pensait savoir ce que je possédais. Il pensait que j'étais impuissante. Il n'en avait aucune idée. 2 semaines plus tard, ils ont reçu une lettre. Et ils ont failli s'évanouir. Quand les gens me demandent comment j'ai fini par vivre avec mes beaux-parents, j'ai toujours envie de leur dire la vérité, une mauvaise décision après l'autre. Mais cela a commencé bien avant. Cela a commencé avec moi, Nathalie, la fille qui a grandi avec de grands rêves, mais un compte en banque si petit, qu'il aurait pu passer pour une erreur d'arrondi. Je n'ai pas été élevé dans une mauvaise famille, juste une famille fatiguée. Ma mère travaillait dans une clinique. Mon père travaillait de nuit. Les factures arrivaient toujours plus vite que les chèques de paie. J'ai donc appris très tôt, que si je voulais quelque chose dans ce monde, même pas des choses grandioses, juste des manuels scolaires qui ne sentaient pas le moisil, je devais l'obtenir par moi-même. J'ai étudié comme si ma vie en dépendait. Et c'était peut-être le cas. J'ai travaillé le soir, le week-end, et pendant toutes les vacances, que personne d'autre ne voulait. Je vivais de café, de cahiers bon marché, et de cette détermination aveugle, que l'on n'a que lorsqu'on est jeune, et trop têtu pour abandonner. Et d'une manière ou d'une autre, après avoir économisé chaque centime et sacrifié mon sommeil, j'ai été admise dans une bonne université. Pas une université de luxe, juste une bonne. Mais le « bien » était suffisant. Le « bien » signifiait des possibilités. Et puis, il y a eu les prêts étudiants. Les emplois sans fin. Le moment où j'ai réalisé que l'âge adulte consiste essentiellement à courir avec un sac à dos plein de briques, tout en prétendant qu'on ne transpire pas. Pourtant, j'ai réussi. J'ai obtenu mon diplôme. Épuisée, pleine d'espoir, et à un cheveu de la dépression nerveuse. C'est là que j'ai décroché mon premier emploi. Dans leur entreprise. L'empire de mes futurs beaux-parents. Bâti il y a des générations. Poli pour ressembler à de la vieille fortune, même s'il y avait des fissures sous chaque dalle de marbre. Et mon futur mari, Elliot, était mon patron. Pas d'une manière déplacée. Il m'a à peine remarqué les premières semaines. Il était occupé à jouer ce rôle de riche héritier, qui prétend détester l'entreprise familiale, mais qui ne sait pas comment la quitter. Mais il était gentil, calme, et attentionné, d'une manière qui ne ressemblait pas au reste de sa famille. Et j'étais ambitieuse, j'avais faim, j'en avais assez d'être fauchée. Nous formions un couple improbable, le genre de couple dont les gens chuchotent. Et croyez-moi, ils ont chuchoté. La première fois que sa mère, Sylvia, a entendu parler de moi, elle aurait dit « On couche avec la secrétaire, on ne l'épouse pas ». Je n'étais même pas sa secrétaire, mais la précision n'a jamais été son fort. Quand Elliot et moi avons commencé à sortir ensemble, la tension au bureau était si forte, que le service des ressources humaines aurait pu facturer un loyer pour le simple fait de le traverser. Finalement, c'est devenu trop gênant. Ils m'ont donc transféré dans un autre département. Je n'ai pas été licencié, juste déplacé. Comme une tâche que quelqu'un essaie d'effacer, sans jamais y parvenir tout à fait. Elliot s'en moquait. Nous nous sommes mariés quand même, et c'est là que j'ai pris la pire décision de ma vie d'adulte, j'ai emménagé chez ses parents. Écoutez, j'avais des raisons. De vraies raisons. Économiser de l'argent avant d'avoir notre propre maison, essayer de créer un lien familial, croire que les gens finiraient par m'apprécier. J'étais adorable à l'époque, de cette façon dont les gens naïfs le sont toujours. Parce que dès l'instant où j'ai passé le seuil de leur porte, avec ma valise, j'ai cessé d'être une personne. Je suis devenu un inconvénient. Un rappel constant, que leur fils s'était marié, en dessous de sa condition. Ils commentaient tout. Mes vêtements? Bon marché. Ma nourriture? Étrange. Mes origines? Eh bien, elle vient de rien. Ma voix? Trop forte. Chaque jour était un nouveau rappel, que je ne faisais pas vraiment partie de leur famille. Pas vraiment. Pas de la manière qui comptait pour eux.
Et quand Nina est née, les choses ont empiré. Elle est devenue l'enfant de seconde zone, dès son premier souffle. Parce qu'il y avait déjà une élue, Vivian. La fille de ma belle-sœur, Monique. Robe de créateur, cours de danse privée, et des dents si blanches, qu'elle brillait pratiquement dans le noir. Si Vivian voulait quelque chose, elle l'obtenait. Si Nina voulait quelque chose, on disait qu'elle était gâtée, ou qu'elle en demandait trop. Vivian avait une chambre de princesse avec un lustre. Nina avait reçu la chambre de l'ancienne domestique, minuscule, ordinaire, cachée derrière la buanderie, avec une seule étagère que Sylvia avait approuvée. Vivian avait des fêtes d'anniversaire, qui ressemblaient à des plateaux de cinéma. Nina avait un gâteau choisi par Sylvia, avec la moitié des bougies, parce que le sucré, mauvais pour la santé. Tout était tordu. Tout. Et pendant tout ce temps, je travaillais. Pas dans leur entreprise, car apparemment, ma présence aurait pu embarrasser le nom de la famille, mais sur un projet personnel. Une petite idée que j'avais nourrie, pendant de longues nuits et des matins précoces. Une entreprise. Mon entreprise. Il l'appelait mon petit passe-temps. Sylvia m'a même tapoté la tête un jour, en disant « C'est mignon que tu joues à l'entrepreneuse ». Mon petit passe-temps a commencé à rapporter de l'argent réel. Pas de l'argent de milliardaire, ni de quoi acheter un manoir, mais de l'argent stable, sérieux, d'adulte. Le genre d'argent qu'on obtient, quand on construit quelque chose qui fonctionne vraiment, jour après jour, malgré l'épuisement. Mon entreprise n'était pas immense. Elle n'était pas glamour. Mais elle était stable, saine, en pleine croissance. Je n'étais pas riche, pas à la manière dont mes beaux-parents vénéraient la richesse. Mais pour la première fois, je me sentais financièrement indépendante. Je n'étais plus lié à leur charité, ou à leur approbation. Et cela comptait plus que je ne peux l'expliquer. Pendant ce temps, leur entreprise, ce fier et vieil empire familial, sombrait silencieusement. Non pas qu'ils le sachent. Ils ne voyaient jamais les factures impayées, ou les comptes vides. Leur PDG gérait tout cela. Ils avançaient dans la vie, en supposant que tout allait bien, parce que cela avait toujours été le cas. Ainsi, quand le PDG a commencé à appeler Elliot pour de petits problèmes, des écarts de trésorerie temporaires, des paiements retardés, des soucis de paie, mon mari m'a demandé de l'aider. Juste une fois. Puis encore. Et encore. Une faveur temporaire est devenue un modèle. Un modèle est devenu une habitude. Une habitude est devenue la seule chose qui les empêchait de s'effondrer. Je ne les ai pas sauvés. J'ai simplement empêché le crash, ce mois-là. Et pourtant, ils me regardaient toujours comme si j'étais à un cheveu de la faillite. Quand je suis parti de cette maison, avec Nina sur le siège arrière, elle n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un nous poursuive. Personne ne l'a fait. Bien sûr que non. Les gens comme mes beaux-parents ne vous courent pas après. Ils attendent que vous reveniez en rampant. Et ils allaient attendre très, très longtemps. J'ai emmené Nina dans un endroit où aucune de nous deux n'avait jamais mis les pieds, un hôtel de luxe, avec un club pour enfants, un spa, et le genre de réception où l'on prononce votre nom comme si c'était une marque de prestige. Nina a fixé le lustre du hall, comme si elle venait de découvrir la cité d'or perdue. On a le droit d'être ici? A-t-elle chuchoté. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Les beaux-parents lui avaient inculqué cette mentalité si profondément, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait le droit de fréquenter de beaux endroits. Oui, ai-je dit. Nous sommes ici chez nous. Ses épaules se sont un peu relâchées. Juste un peu. Mais c'était suffisant. Nous avons passé l'après-midi dans des peignoirs moelleux, à manger des pâtes servies en chambre, qui coûtaient plus cher que mon ancien budget alimentaire hebdomadaire. Nina n'arrêtait pas de demander, c'est réel? Comme si elle craignait que tout cela disparaisse. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que la vie réelle redeviendrait compliquée bientôt, mais pour l'instant, elle méritait cela. Elliot n'est arrivé que le soir. Il était en déplacement pour affaires dans un autre état. Quand il est enfin entré dans notre chambre d'hôtel, il avait l'air épuisé, confus, et déjà coupable. Nathalie, a-t-il dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fixé. Cet homme qui pensait, d'une manière ou d'une autre, que ce qui s'était passé, pouvait tenir en une seule phrase. Ce qui s'est passé, ai-je dit avec précaution, c'est que tes parents ont jeté les vêtements de notre fille.
Il a cligné des yeux. Pourquoi ferait-il? Parce que, ai-je dit, ils ont décidé qu'elle avait l'air pauvre. Rien que de prononcer ce mot, me donnait envie de frapper quelque chose. Il s'est assis lourdement sur le bord du lit, passant une main dans ses cheveux. Mes parents sont. Il a expiré. Ils sont difficiles. Difficiles? J'ai ri une fois. Ce n'était pas un rire. Ils ont détruit émotionnellement une enfant de 8 ans, parce qu'ils n'aimaient pas ses tenues. Il a grincé des dents. Écoute, Nat. Je ne les défends pas. Je sais juste comment ils sont. Ils ne réfléchissent pas avant d'eux. Je ne peux plus vivre là-bas, ai-je dit. Sans crier. Sans drame. Simplement définitif. Il m'a regardé, avec un air doux et suppliant. D'accord, a-t-il dit. Si tu veux déménager, nous déménagerons. Nous trouverons un endroit. Je veux juste. Je ne veux pas de guerre. Une guerre? C'était mignon qu'il pense, que nous n'étions pas déjà en train d'en mener une. Nous avons dîné tranquillement. Nina s'est endormie au milieu d'une montagne d'oreillers d'hôtel, retrouvant enfin un air paisible. Quand Elliot et moi nous sommes retrouvés seuls, j'ai ouvert mon ordinateur. Inutile de dorer la pilule. C'était le moment. J'arrête de soutenir l'entreprise de tes parents, ai-je déclaré. Sa tête s'est redressée d'un coup. Comment ça? J'ai tourné l'écran vers lui. Il coule, Elliot. Il coule depuis des années. Ton PDG t'appelle à l'aide si souvent, que je pourrais presque le noter sur un calendrier, et chaque fois, tu m'as demandé de l'aider. Et je l'ai fait. Il avait l'air d'avoir avalé un éclat de verre. Je ne savais pas que c'était à ce point-là, a-t-il chuchoté. Bien sûr que non, ai-je répondu. Parce qu'ils ne te disent jamais la vérité. Mais ça. J'ai tapoté l'écran. C'est la vérité. Sans les prêts que nous leur accordons, ils ne tiendront pas 30 jours. Il a fixé l'écran. Stupéfait. Silencieux. Mes parents, a-t-il enfin commencé. Ce sont tes parents, ai-je dit. Je sais. Et les miens? Ils les ont traités comme des moins que rien. Moi? Jetable. Nina? Embarrassante. Voilà qui j'ai aidé. Voilà qui j'ai maintenu à flot. Il s'est frotté le visage des deux mains. Calmons-nous, a-t-il dit. Ne prenons pas de grandes décisions ce soir. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce qu'il n'était pas prêt à l'entendre. Nous avons bordé Nina dans le grand lit d'hôtel. Nous avons éteint les lumières de la suite. Nous nous sommes assis aux deux extrémités du canapé, faisant semblant de regarder quelque chose, qu'aucun de nous ne voyait vraiment. Nous écoutions le ronronnement du climatiseur, comme s'il comptait les secondes avant une explosion. Le silence semblait lourd, comme un verdict en attente d'être prononcé. Puis son téléphone a vibré sur la table. Il ne l'a pas regardé. Il a vibré à nouveau. Et encore. Sans relâche. Il l'a retourné face contre terre, puis l'a poussé plus loin, mais il ne s'arrêtait pas. 10 minutes, 15, 20. Finalement, il s'est levé brusquement, a attrapé le téléphone et est sorti sur le balcon. Je reviens tout de suite, a-t-il dit, la voix serrée. Il a fait glisser la porte du balcon et je l'ai observé à travers la vitre. Il a porté le téléphone à son oreille. Il a écouté. Pas seulement une fois. Un long message. Puis un autre. Ses épaules se sont contractées, sa mâchoire s'est bloquée. À un moment donné, il a pressé sa main contre son front, comme si les mots le frappaient physiquement. Cela a semblé durer des années. Quand il est rentré, il ne s'est pas assis. Il n'a pas parlé. Son visage était différent. Plus de fatigue, plus de conflit, plus d'incertitude. Quelque chose en lui s'était brisé, nettement, de manière décisive. Il est resté là un moment, respirant fort. Faisons-le, a-t-il dit. Mon cœur a bondi. Faire quoi? Ai-je chuchoté. Il a dégluti. Sa voix était basse, certaine, presque dangereuse. On débranche tout. J'ai cligné des yeux. Je ne m'attendais pas à cela. Elliot. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a tourné le téléphone. C'était un long message vocal, provenant de la discussion de groupe de sa famille. Un message qu'il n'avait jamais voulu que j'entende. Ses parents. Sa sœur. Le rire de Vivian en arrière-plan. Il parlait de moi, de la façon dont j'avais fait un mariage vers le haut, de la chance que j'avais qu'il me tolère. Il disait que j'étais pathétique, que j'utilisais l'argent d'Elliot, que Nina était faible comme sa mère. Il se vantait de nous laisser vivre chez eux, de permettre à Nina de fréquenter leur école privée. Il disait que j'avais de la chance d'avoir accès à de l'argent réel. Et puis, le coup de grâce. Elle pense qu'elle peut partir? Elle reviendra en rampant. Elle n'est rien sans nous. Quelque chose en Elliot s'est brisé en deux. Il m'a tendu le téléphone comme s'il le brûlait. C'est fini, a-t-il dit, la voix ferme, la mâchoire serrée. On arrête tout. Alors nous nous sommes assis au bureau, nous avons ouvert les boîtes mail, les comptes, chaque petit canal discret par lequel nous les soutenions, et nous les avons fermés, un par un. Nous avons annulé les extensions financières, mis fin aux accords, refusé les nouveaux prêts, et retiré les filets de sécurité qu'ils avaient confondus avec un dû. Nous n'avons pas crié. Nous n'avons pas tempêté. Nous n'avons pas sali leur nom. Nous nous sommes simplement arrêtés. Et le silence de ce choix était plus assourdissant que tout ce que nous aurions pu dire. Elliot s'est adossé à sa chaise, expirant comme s'il venait enfin de remonter à la surface, après des années sous l'eau. J'aurais dû réagir plus tôt, a-t-il dit doucement. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu réagis maintenant. Il a hoché la tête, le regard sombre. Ils vont perdre les pédales, a-t-il dit. Oh, ai-je répondu, je compte bien là-dessus. Mais nous n'avions aucune idée de la vitesse à laquelle les conséquences allaient tomber. Aucune idée de la laideur dont ils allaient faire preuve. Aucune idée de ce qu'ils étaient prêts à faire ensuite. Tout ce que nous savions, c'était ceci, nous avions craqué l'allumette. Et l'incendie arrivait. C'est drôle comme le silence peut ressembler à une menace. Pendant des mois, c'est tout ce que nous avons eu de Sylvia et Charles. Un silence si lourd qu'il semblait avoir un pouls. Pas un seul appel pour demander où était Nina. Pas un SMS pour vérifier si nous étions toujours en vie. Pas un message pour dire à Elliot qu'il leur manquait. Rien. Ce qui aurait pu être paisible, si je ne les connaissais pas aussi bien. Le silence, chez des gens comme eux, n'est pas la paix. C'est une machination. Et juste au moment où je commençais à me dire qu'ils s'étaient peut-être enterrés dans un trou fait de leur propre amertume, Elliot a reçu un appel. Pas de ses parents. De Monsieur Kessler. Un homme qui était l'ami de la famille, leur avocat, et une sorte de concierge émotionnel non officiel, depuis au moins 2 générations. Il ne nous appelait jamais. Cela seul a déclenché toutes mes alarmes. Elliot a mis le haut-parleur, et la voix de l'homme a résonné dans la cuisine, comme s'il annonçait des funérailles. Elliot, Nathalie, nous devons parler. J'ai levé les yeux de l'évier. Elliot a articulé sans un bruit, je te l'avais dit. À quel sujet? A demandé Elliot. Un long soupir à l'autre bout du fil. J'espère que nous pourrons nous voir aujourd'hui, a dit Monsieur Kessler. En personne. En personne, cela signifie que c'est grave. Un avocat en personne, cela signifie que c'est catastrophique. Nina coloriait à la table, fredonnant doucement pour elle-même. Un son qui me serrait toujours le cœur, car il était autrefois si rare. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? A insisté Elliot. Une autre longue pause. Ce sont vos parents, a dit Monsieur Kessler. Vous devriez apprendre cela de moi, plutôt que par des sources extérieures. Des sources extérieures. De quoi parlait-il? Un scandale politique? Pouvons-nous parler chez vous? A-t-il ajouté. Je préférerais. Elliot a raccroché et m'a regardé. Ils ont des ennuis, ai-je dit. Il a hoché la tête. De gros ennuis. Au moment où Monsieur Kessler est arrivé, son porte-document à la main et la sueur au front, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Il s'est assis, a tiré sur son col comme s'il essayait de l'étrangler, et a dit, ils vont perdre l'entreprise. Elliot a inspiré brusquement. Je suis restée silencieuse. Les dettes. Les factures impayées. Les prêts en souffrance.
Sa voix tremblait. Le PDG a fait tout ce qu'il a pu, a continué Monsieur Kessler. Mais sans le soutien financier. Il s'est arrêté, a bougé inconfortablement sur sa chaise, puis m'a jeté un regard. Le soutien financier que vous fournissiez. Ils ne peuvent tout simplement plus couvrir les dépenses d'exploitation de base. Nina a levé les yeux de son livre de coloriage. Couvrir quoi? Les factures, ai-je répondu. Autrement dit, les salaires, les fournisseurs, la facture d'électricité, et leur bureau luxueux avec la machine à expresso. D'ici les prochaines semaines, a dit Monsieur Kessler, ils seront contraints de déclarer faillite. Et à cause de la structure de l'entreprise, il est possible qu'ils perdent aussi leurs biens personnels. Il a regardé Elliot. Je ne pense pas que vos parents comprennent pleinement la situation. Bien sûr que non. Ils n'ont jamais rien compris à moins que ce ne soit brillant et doré. Je suis ici, a dit Monsieur Kessler, parce qu'ils m'ont demandé de parler en leur nom. Bien sûr. Que veulent-ils? Ai-je demandé. Rétablir votre accord, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Mon accord? Il a grincé des dents. Votre soutien financier. Ah. Voilà donc pourquoi ils avaient pris ce ton si mielleux. Ils n'avaient pas disparu par chagrin d'amour. Ils avaient disparu parce qu'ils avaient besoin de temps, pour répéter leur mise en scène. Elliot a croisé les bras. Ils ont traité ma femme et ma fille horriblement, a-t-il dit. Pourquoi les aiderions-nous? Monsieur Kessler a fermé les yeux un court instant, comme si sa migraine se propageait. Parce que cette entreprise appartient à votre famille depuis des générations, a-t-il dit. Elle a été bâtie par votre arrière-grand-père. Vos parents pensent que ce serait une tragédie de la voir disparaître. Alors ils auraient dû mieux la traiter, ai-je rétorqué. Ses yeux se sont tournés vers moi, surpris, puis résignés. Je comprends, a-t-il dit doucement. Vraiment. Mais je vous demande de les considérer comme votre famille. J'ai failli rire. Comme ma famille. Elliot a répondu le premier. Nathalie est ma famille, a-t-il dit. Et Nina est ma famille. Pour le reste, je n'en suis plus sûr. Monsieur Kessler a poussé le soupir d'un homme qui sait qu'il a perdu avant même que la bataille commence. Ils ne vous le demanderont jamais directement, a-t-il dit. Ils sont trop fiers. Ils m'ont envoyé à leur place. Il s'est levé. J'ai transmis le message. La décision vous appartient. Nous l'avons raccompagné à la porte, et à voir son visage, il connaissait déjà la réponse. Quelques jours ont passé. Des jours pluvieux, gris, ordinaires. Jusqu'à ce que cela arrive. Un coup fort et enthousiaste à notre porte d'entrée. Le genre de coup que les gens utilisent quand ils veulent avoir l'air amicaux, plutôt que désespérés. Elliot et moi avons échangé un regard. Prépare-toi, a-t-il murmuré. Il a ouvert la porte. Ils étaient là. Sylvia, souriante comme si elle n'avait jamais insulté personne de sa vie, ni organisé un défilé de mode pour des fillettes de 8 ans gâtées. Et ils avaient un gâteau. Un gâteau fait maison. Si quelque chose mérite une bande-son de film d'horreur, c'est bien une belle famille tenant des pâtisseries. Nathalie, ma chère. S'est exclamée Sylvia. Il fallait absolument que nous venions vous voir. J'ai failli lui demander si quelqu'un l'avait forcée sous la menace d'une arme. Vous nous avez manqué, a-t-elle continué. Oh, et notre douce Nina. Elle nous manque tellement. Ils ont envahi notre salon comme un tsunami bien habillé. Monique a pris sa voix de larme feinte. Nous discutions justement de l'importance de la famille. Vivian s'est tenue au milieu de la pièce et a annoncé « Je suis désolée ». Puis elle a ajouté sans ciller « Maman m'a dit que je devais dire ça ». Une excuse magnifique, qui venait droit du cœur. Sylvia a hoché la tête d'un air approbateur, comme si elle venait d'orchestrer la paix mondiale. Et nous aimerions beaucoup, a-t-elle dit doucement, que nous repartions tous sur de nouvelles bases. Monique a joint les mains. Laissons le passé derrière nous. Charles a souri finement. Nous sommes prêts à tourner la page. Elliot n'a même pas fait semblant de sourire. Alors, a dit Sylvia d'un ton léger, penses-tu que tu pourras continuer à aider l'entreprise? Voilà. La vraie raison de leur venue. Pas pour Nina. Pas pour Elliot.
Et certainement pas pour moi. Elliot a dit, nous avons besoin d'un moment pour en discuter. Nous sommes sortis sur le porche. Dès que la porte s'est refermée, nous nous sommes regardés et avons dit exactement la même chose, non. Ce n'était même pas une question. Nous sommes rentrés. Elliot a parlé le premier. Non, a-t-il dit. Le changement sur leur visage a été instantané. Le sucre s'est transformé en sel. Le miel est devenu du venin. La politesse s'est effondrée. Le sourire de Sylvia s'est fissuré. Quoi? A-t-elle aboyé? Tu veux dire non? La voix de Monique est devenue tranchante. Nous nous sommes excusés. Vous nous êtes redevables. A crié Charles. Nous nous sommes humiliés pour vous. A sifflé Sylvia. Et tu refuses toujours d'agir comme un membre de la famille. Elliot s'est interposé entre eux et moi. Vous avez traité ma femme comme une moins que rien, a-t-il dit. Vous avez traité ma fille comme si elle n'avait pas sa place chez vous. Aucune de vos excuses n'était sincère. Tout cela n'était qu'une question d'argent. Ils l'ont regardé comme s'il les avait poignardés. Nous te déshériterons. A craché Charles. Elliot a carrément ri. Déshériter quoi? Tes dettes? Silence. Le genre de silence qui leur a fait réaliser que nous savions tout. C'est fini, a dit Elliot. Partez, s'il vous plaît. Ils sont partis dans un tourbillon de parfums coûteux et de fierté s'effondrant. Et bien que la maison soit redevenue calme, ce n'était pas la paix. C'était le calme avant l'impact. Parce que ce que nous avions fait, ce n'était pas seulement couper les ponts. C'était retirer le dernier fil qui maintenait leur monde ensemble. Et quand ce fil a cassé, tout s'est effondré. 6 mois plus tard, leur monde s'est définitivement écroulé. Sylvia et Charles ont déclaré faillite. Le genre de faillite qui ne se contente pas de prendre votre entreprise, mais qui ébranle les fondements même de votre identité. Ils ont dû vendre la résidence secondaire, le chalet au bord du lac, et les meubles anciens dont Sylvia se vantait tant. Et à cause des dettes accumulées, le tribunal les a contraints à rembourser ce qu'ils pouvaient, y compris l'argent qu'ils m'avaient emprunté. Sylvia a pleuré en remettant le chèque. Pas parce qu'elle était désolée. Parce que cela faisait mal. Vivian va maintenant à l'école publique. Aux dernières nouvelles, elle déteste ça. Apparemment, personne là-bas ne se soucie de savoir qui sont ou étaient ses grands-parents. Monique travaille à temps partiel dans une boutique de bougies. On est loin de son époque mondaine, mais elle raconte aux gens qu'elle est en train de se trouver. Bien sûr. Et Charles? Il est chef de projet junior dans une entreprise de logistique. Un chef de projet junior. L'homme qui me disait autrefois que j'avais de la chance d'être chez lui, rend maintenant des comptes à quelqu'un qui a la moitié de son âge. Il a ruiné sa propre entreprise, alors, honnêtement, il est surprenant que quelqu'un l'ait embauché tout court. Quant à nous, Elliot et moi vivons simplement notre vie tranquille, paisible et prospère. Notre entreprise est en plein essor. Nina rit plus souvent ces jours-ci, elle dort mieux, et s'habille exactement comme elle le souhaite. Nous n'avons plus eu aucun contact avec Sylvia et Charles depuis ce jour-là. Et ce silence? Pour une fois, il a un goût de liberté. Alors dites-moi, sommes-nous allés trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour en découvrir plus.